Alors, je vais commencer à avoir une petite résumé peut-être de ce que j'ai dit dans les deux premiers cours. Et, euh, et aujourd'hui, je vais surtout essayer de focuser sur la grammaire. Ça veut dire que c'est un sujet peut-être un peu plus abstrait, un peu plus technique, mais je pense comme ça, on a vu des questions autour de la construction du sens, de la catégorisation, de la lexique et aujourd'hui surtout la grammaire. Alors, pour commencer avec le début, euh, le problème que je voudrais poser dans mon cours, c'est un problème fascinant qui est non résolu. C'est le problème de l'origine du langage. Et il y a évidemment des mythes incroyables et très, très beaux qui existent. Tous les peuples, ils ont des mythes sur l'origine du langage. Il y a le mythe d'Adam et Ève qui ont en fait nommé les objets dans leur monde. Et en fait, dans cette mythe, c'est Dieu qui a donné la parole. C'est Dieu qui a en fait fait un cerveau qui était adapté pour le langage. Bon, nous, on veut, c'est évidemment pas créer encore des mythes, peut-être aussi, mais surtout d'essayer de construire des modèles scientifiques de l'origine du langage, qui est très difficile parce qu'on n'a pas de données concrètes comme dans la biologie, on n'a pas, ou comme dans la géologie. Alors il faut plutôt penser, il faut construire, il faut imaginer des théories. Alors j'ai introduit une hypothèse tout au début, qui est que le langage est en fait qu'il y a deux compétences, deux types d'intelligence qui sont venus se renforcer l'un à l'autre. D'un côté, l'intelligence pour communiquer, les capacités de communiquer qui existent aussi chez les animaux. En fait, de plus en plus, quand on fait des études des animaux, on trouve que leur système de communication est riche. C'est surtout riche en termes on peut dire, émotionnel. Ça veut dire pour établir contact entre eux, pour évoquer des dangers qu'il peut y avoir, pour établir les liens très forts entre la mère et l'enfant, par exemple. Elles sont tous des fonctions du langage. Mais j'ai insisté aussi sur le fait que le langage est plus que ça, c'est aussi un médium pour la représentation. Et avec cette idée, si on regarde dans le temps, on trouve à une certaine époque, ça veut dire entre, disons, 40 000 ans, on trouve une explosion d'images incroyables surtout en France, dans les grottes Chauvet de Lascaux, etc., mais aussi en Espagne, et ça monte en fait jusqu'à sud de l'Allemagne, etc. Alors on trouve des images extraordinaires, des capacités de représenter qui sont bien visibles. Et représenter, ce n'est pas nécessairement donner des images réalistes, mais c'est surtout construire et sélectionner un sens. Ça veut dire de voir le monde, de conceptualiser le monde d'une certaine façon, de sélectionner ce qu'on veut représenter. Et bon, alors du coup, moi je pense que le langage est assez récent. Ça veut dire que ça date peut-être de 40 000 ans avant nous et que c'est au même moment où il y a cette explosion de formes symboliques et d'images qu'au même moment que le système de communication et les systèmes de représentation sont venus ensemble pour créer le langage. Ça peut évidemment être oral, ça peut aussi être avec des gestes ou avec des signes, des symboles qui sont créés. Et on trouve ça un peu au même moment. Alors, quand on veut des explications pour des phénomènes, euh, on peut avoir deux types d'explications. Je veux dire des phénomènes liés à l'homme ou à l'animal. Bon, il y a
d'un côté, ça peut être le résultat d'une évolution biologique. Et typiquement, les gens qui travaillent sur l'évolution, ils posent deux questions. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on voit un certain comportement? Qu'est-ce que ça a donné pour l'organisme qui s'engage dans ce comportement? Deuxième question, c'est comment est-ce que ce comportement et aussi toutes les structures qui sont nécessaires pour le réaliser, comment est-ce que ça a pu évoluer? Et typiquement, il y a deux systèmes d'explication. En fait, il y a un modèle qui suppose qu'il y a des mutations génétiques, par exemple excusez-moi, des mutations qui sont propagées dans la population, et parce qu'ils sont utiles, ils se sont propagés. Alors c'est le modèle darwinien de l'évolution. Bon, aujourd'hui, il y a des modèles qui ne disent pas que le modèle darwinien est faux, mais qui sont un peu plus riches, que plutôt on pense en termes d'acceptation. Ça veut dire que, je vais essayer d'utiliser ça, qu'on essaie de trouver des précurseurs, et on voit quand il y a une nouvelle fonctionnalité, ces précurseurs sont mobilisés pour ça, recrutés pour ça. Et après, on voit typiquement l'adaptation, ça veut dire que cette structure qui est nécessaire pour le comportement devient de plus en plus optimisée pour une certaine tâche. Par exemple, bon, les poissons, ils ont une vessie natatoire qui est nécessaire ou qui est utile pour contrôler la profondeur dans l'eau. Alors là, on peut, d'une façon biologique, on peut essayer de retrouver des précurseurs, et en fait, ce sont les poumons qui sont, qui sont les précurseurs de ça. Et on peut trouver que la vessie natatoire n'est pas apparue comme ça avec une mutation génétique tombée du ciel, mais qu'il y avait un précurseur qui progressivement est utilisé pour le contrôle de la profondeur, et du coup, on arrive à un système qu'on trouve maintenant chez les poissons. Alors, pour l'origine du langage, on peut essayer d'avoir le même type d'explication. Ça veut dire que on peut, peut-être il y a des gens qui ont proposé, et notamment Steven Pinker, qu'il y a des mutations génétiques. Ça veut dire qu'il y a dans notre espèce, à un certain moment, une mutation génétique qui a donné lieu surtout à la capacité pour la grammaire. C'est aussi la position de Chomsky, par exemple. Il y en a d'autres qui ont dit, peut-être c'est une question d'assimilation génétique. Ça veut dire qu'il y a des précurseurs. Ce n'est pas nécessairement une mutation, mais il y a des comportements qui ont commencé, des comportements de communication et de représentation par le langage. Et progressivement, peut-être, le cerveau s'est adapté pour mieux être capable de fournir cette fonction. Ça, c'est un type d'explication. Alors, une deuxième type d'explication, c'est une explication culturelle. Bon, les uns influencent les autres, hein, ce n'est pas nécessairement contradictoire. Alors, de nouveau, pour une explication culturelle, il faut poser la question pourquoi est-ce que certains comportements sont arrivés à un certain moment? Ça veut dire quelle est leur utilité? Et après, de nouveau, on pose la question comment? Mais au lieu de penser qu'il faut un changement biologique, on peut supposer qu'il y a une mobilisation des capacités existantes pour un comportement qui est nouveau, et qu'après, ces capacités, pas ces capacités, mais ces comportements se sont transmises d'une génération à une autre. Ça veut dire qu'il y a l'invention des outils, l'invention des façons de le faire, et évidemment que ça se propage dans la population. Un exemple d'explication culturelle, c'est par exemple pour l'agriculture, qui a commencé à peu près il y a 10 000 ans.
Alors, il n'y a personne qui pense que pour faire de l'agriculture, il fallait une mutation génétique. Hein, c'est un comportement qui a commencé à un certain moment. Et évidemment, les gens ont trouvé des façons de faire agriculture qui s'est propagée sur toute la planète. Et, mais il n'y a pas d'évolution génétique ni avant ni après. Alors ça, c'est aussi une possibilité pour le langage. Ça veut dire que c'est vraiment un comportement culturel qui a commencé peut-être il y a, pour moi je pense, il y a 50 000 ans, comme le comportement de représenter d'une façon visuelle a commencé à peu près à ce moment-là et a continué à se développer, à se propager sur la planète. Bon, ça c'est un peu le paysage des théories possibles. Alors, bon, et le problème, c'est évidemment comment est-ce qu'on peut tester ces théories, comment est-ce qu'on peut les développer, parce que je pense que toutes ces explications sont bien possibles. Hein. C'est pas, il n'y a pas une raison pourquoi il n'y a pas une mutation génétique. Il y en avait beaucoup. Il n'y a pas de raison pourquoi c'est culturel, parce que l'agriculture est un autre exemple. Et bon, pour les deux questions, je pense, alors toujours il y a la question de pourquoi et après la question de comment. Et moi je pense pour la question de pourquoi c'est facile, parce qu'il y a beaucoup de fonctions de représentation et beaucoup de fonctions alors pour le langage. Et je ne vais pas rentrer en détail, j'ai parlé de ça avant, mais évidemment une fonction c'est pour la communication, mais c'est aussi pour résoudre des problèmes. Si on a un petit problème, on fait un dessin, on parle avec des autres et ça aide à résoudre le problème. C'est aussi pour coordonner nos actions. Ça veut dire on donne des mots ou on fait un plan ou on fait des représentations pour coordonner nos actions. Il y a une question de mémoire. Ça veut dire représenter, c'est aussi créer une mémoire pour les générations futures ou pour soi-même. On écrit dans des gens qui chaque jour, je ne connais pas le mot en français, mais journal, voilà. Alors il écrit chaque jour son journal, c'est une mémoire, c'est une façon de s'exprimer, de comprendre ce qu'on fait, etc. Il y a aussi l'activité de coordination des conceptualisations dans une population et aussi, en fait, avec les représentations, on essaie de coordonner nos visions du monde. Et c'est pour ça que quand on voit des représentations, ça c'est une image qui vient de Cuba, un pays, on voit ici Viva Fidel. Hein. C'est un pays où, bon, en principe, il n'y a pas la religion, mais ces gens sont en train de faire quelque chose avec une statue qui est une représentation, qui joue un rôle très important dans leur vie. Et c'est ça que je veux dire avec représentation et la force des représentations. Ce n'est pas uniquement rationnel, c'est aussi émotionnel. C'est une façon pour une communauté de se rassembler, de voir le monde de la même façon. Et du coup, quand il y a des actions comme ici, l'iconoclasme de la destruction des statues, hein, ça c'est la statue de Bouddha en Afghanistan, pourquoi est-ce que des gens font ça? C'est parce qu'il y a des émotions fortes qui sont liées avec des représentations. Et la même chose pour le langage. Le langage est quelque chose qui va au-delà du rationnel, d'information ou de communication pure. C'est une façon de communiquer, de coordonner nos visions du monde, nos émotions, etc. Alors, la question de pourquoi, je pense, n'est pas difficile. Et c'est pour ça quand il y a une culture qui invente les images et le langage, alors on a trouvé dans des grottes, on a trouvé un pilier avec des pièces, hein, et on voit une centaine d'images qui sont faites sur la même surface.
et toute la population participe. Ce n'est pas quelque chose, bon, il y a des peintres illustres qui ont fait les images qu'on connaît, mais tout le monde, il y avait des très mauvais, etc. C'était une activité de toute la communauté. Alors je pense que ce qu'on voit dans les cultures qui commencent avec le langage, que ça donne une façon de cohésion, etc., ce n'est pas difficile. Pourquoi? Pour comprendre pourquoi la représentation et le langage est tellement important. Ce qui est un mystère absolu, c'est comment. Et j'ai déjà invoqué les mutations génétiques. Il y a quelqu'un, Bickerton, qui est surtout connu pour cette idée qu'il y avait des mutations génétiques. Moi, je suis plutôt à côté de l'évolution culturelle. Et il y a des gens qu'on trouve dans le domaine qui essaient de faire des modèles très concrets d'assimilation génétique. OK, alors, je vais développer aujourd'hui, je vais essayer de donner comment on attaque ce genre de problème. Et en fait, j'ai déjà, pour les cours précédents, j'ai introduit que j'ai appelé le cycle sémiotique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs processus qui sont en cours pour créer des représentations et pour le langage. D'abord, il y a le sens, et j'ai défini le sens pas comme quelque chose cartésien qui existe dans un monde platoniste sans nous, mais quelque chose, le sens, c'est vraiment lié avec nos expériences, nos interactions avec le monde. Ils sont ancrés dans notre corps, ils sont ancrés dans l'expérience sensorimotrice. Alors, ce n'est pas quelque chose abstrait. Et je pense aussi que le sens, il y a toujours la construction du sens. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait une fois et c'est fini. Non, tout le temps, on est en train de donner un sens. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne les processus dynamiques qui sont liés avec ça. Deuxième, il faut comprendre la conceptualisation. Avec ça, je veux dire comment on doit voir le monde pour le représenter. Et déjà, pour chaque représentation, il y a une façon de voir le monde qui est derrière. Je vais montrer des exemples plus tard. Et ce qui est très important, c'est que la façon de voir le monde est différente d'un langage à un autre. Ça veut dire, moi, je ne crois pas du tout qu'il y a une conceptualisation universelle. Je pense que c'est surtout quelque chose que des gens qui connaissent ou qui parlent qu'une langue disent ça. Du moment où on connaît plusieurs langues, on est tout de suite fasciné ou on est tout de suite confronté avec l'idée qu'il faut voir les choses différemment et penser différemment. Alors évidemment, il faut comprendre le processus d'expression, comment les conceptualisations sont réalisées dans des mots, dans des gestes, dans l'image. Et ça c'est le constructeur de la représentation. Là, il y a des processus d'interprétation. Typiquement, les représentations sont complexes. Par exemple, pour la parole, il y a des structures extrêmement complexes pour détecter, pour reconnaître. Alors, il y a tout un process de parsing, d'analyse qui doit se faire pour construire des structures internes. Et ça, celui qui interprète doit faire un mapping, projeter le sens qui est suggéré et faire le lien avec sa vision du monde. Alors, j'ai insisté aussi très fort qu'il faut une connaissance partagée, il faut qu'il y ait un monde partagé pour représenter. Parce qu'une représentation est toujours ambiguë, toujours culturelle. Ça veut dire que ce n'est pas possible de communiquer ou de représenter d'une façon objective. Moi, je ne crois pas. OK. Une autre chose que je voudrais dire, et après je commence de parler de grammaire plus spécifiquement, c'est qu'il y a probablement deux étapes dans l'origine du langage.
Il y a une étape lexique. Ça veut dire qu'il y a des unités comme des mots qui sont utilisés pour nommer des concepts, pour identifier des choses dans le monde. Par exemple, café ou montre ou prendre, etc. Ça sont tous des mots qui communiquent, hein, qui représentent certaines choses, mais dans un système lexique, ils sont utilisés l'un avec l'autre sans structure syntactique derrière. Ça, c'est un premier système, et on trouve chez les enfants, autour de l'âge de 2 ans à peu près, mais aussi dans ce qu'on appelle pidgin. Ça veut dire des langages qui sont créés entre des gens qui doivent communiquer, mais ils ne connaissent pas leur langage. Typiquement, moi je parle pas vraiment l'italien, je connais des mots, mais alors quand je suis en Italie, j'essaie de parler un peu d'italien. J'utilise un langage lexique parce que je ne connais pas la grammaire et je donne des mots pour pollo, par exemple, qui est poulet, je pense. Hein? Alors, je connais des mots, mais je ne connais pas la grammaire. Et bon, après, il y a une phase de grammaire. Ça veut dire qu'on commence à utiliser des éléments syntactiques, par exemple l'ordre des mots, l'intonation, des mots grammaticaux comme ici « a », ça veut dire des mots qui ont un sens, qui ont une fonction grammaticale. Alors tout ça, il y a aussi par exemple le fait qu'on utilise ici féminin et pas masculin, etc. Ici c'est masculin. Tout ça, c'est le domaine de la grammaticale où on essaie d'exprimer des sens sémantiques ou pragmatiques qui vont au-delà de ce qu'on peut exprimer avec les mots. Et bon, cette évolution de l'origine du langage, juste pour terminer cette introduction, on a trouvé, je l'ai déjà évoqué la dernière fois, il y a une évolution incroyable qui s'est faite à Nicaragua il y a une quinzaine d'années, avec des enfants qui étaient sourds et qui n'ont pas eu de langage, vraiment un langage de signes. Il n'y avait personne pour les éduquer. Ils étaient isolés dans leur famille. Et ils avaient ce qu'ils appellent les mimicas. Ça veut dire des gestes, évidemment, comme moi, par exemple. Alors, des gestes pour représenter des choses, mais pas vraiment un langage. Alors, ce qui s'est passé, c'est des enfants comme ici. Ils sont mis ensemble après la révolution sandiniste et ils ont spontanément créé vraiment un langage grammatical. Et ça, c'est un exemple de... alors, excusez-moi. Oups, je pense que ma machine a bloqué. Alors, l'informatique. On voit que je ne suis pas immune pour ce genre de problème. Alors, ce qu'on voit, on voit le geste en fait, de ce langage. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que très vite, les enfants, sans éducation linguistique, sans qu'il y ait des adultes qui ont créé des langages pour eux, ils ont commencé à créer vraiment un langage grammatical. Ça veut dire avec des morphèmes dans le langage des signes, mais des vrais, avec des séquences, avec tout ce qu'on peut imaginer qui est dans les langages. Et cette convention grammaticale s'est propagée dans cette petite communauté et c'est devenu maintenant un langage officiel qui est utilisé par les sourds en Nicaragua et qui continue à se développer. OK. Bon, alors, je vais continuer à parler quand même. Maintenant, je vais dans la partie où je vais parler de grammaire.
Et bon, pour modéliser le lexique, j'ai montré, et aussi Frédéric a parlé de l'expérience des talking heads, des têtes parlantes, où on a essayé avec des robots de créer des situations où il y a plusieurs robots qui peuvent ensemble construire des systèmes de communication et des systèmes de langage. Et on a fait des expériences avec un robot, deux robots, mais même avec 3000 robots. Alors, on devait être très riche pour avoir 3000 robots, mais en fait, on a utilisé un truc, c'est euh, qu'on qu'on a en fait utilisé des corps, par exemple 2 ou 3 ou 4, et installé des agents, qu'on appelle ça, dedans, qui jouent un petit jeu de langage entre eux. Et comme ça, on peut avoir beaucoup d'agents sans avoir beaucoup de corps. Mais j'insiste sur le fait que toute interaction qui se fait entre ces robots, c'est toujours ancré dans le monde, dans leur interaction visuelle, etc. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de montrer des résultats de ce genre de travail, pas pour le lexique, parce que ça, on a montré avant, mais pour le grammaire. Et évidemment, je dois d'abord mieux expliquer ce que ça veut dire le grammaire. Bon, alors première chose, c'est que pour le grammaire, il y a une association du sens à la forme, comme le lexique. Ça veut dire que le grammaire n'est pas uniquement un système abstrait comme dans la grammaire générativiste. Hein. C'est vraiment lié sens avec forme. Et bon, la forme va exploiter des propriétés syntactiques, comme je l'ai déjà dit, l'ordre des mots, intonation, morphologie, etc. Typiquement, qu'on trouve dans des langues, le sens qui est exprimé est par exemple exactement les relations entre prédicat et argument. Ça veut dire si on dit Jean aime Marie ou Marie aime Jean, il y a une différence. Et c'est pour indiquer qui aime qui qu'il faut un peu de grammaire. Notre exemple, c'est il faut grammaire pour dire qui est le focus de la communication. Par exemple, on peut dire aussi Jean est aimé par Marie. Alors là, on met Jean en évidence. Jean est le topic et on veut communiquer ça. Une autre élément typiquement de grammaire, c'est d'indiquer l'hiérarchie. Ça veut dire qu'il y a plusieurs mots pour introduire quelque chose. Et par l'ordre des mots ou par d'autres mécanismes, on essaie de montrer à l'autre comment ils sont liés. Dans tout le grammaire, presque, on trouve pour exprimer le temps. Ça veut dire où on est dans une action. La mode et la modalité, ça veut dire par exemple si c'était nécessaire ou pas, ou aussi la relation émotionnelle qu'on peut avoir vis-à-vis de l'information qui est exprimée, etc. Ça sont tous des éléments qui sont exprimés par la grammaire. Et quatrième caractéristique, c'est que la grammaire est surtout un système. Ça veut dire un système où il y a des catégorisations internes qui se font, qui ne sont pas liées avec le monde, mais qui sont liées avec les systèmes linguistiques. On connaît tous, par exemple, les distinctions entre masculin, féminin, neutre, etc. Bon, il y a des langues où ils ont 8 distinctions comme ça. Agent, agent, patient, bénéficiaire, etc. Ce sont des catégories sémantiques qui sont utilisées dans le langage pour complexifier les systèmes. Il y a aussi des catégories syntactiques comme nom, verbe, adjectif, etc., nominatif, accusatif. Et il faut expliquer d'où vient tout ça. Et en fait, je n'ai pas vraiment le temps, mais ces catégories sont spécifiques pour un langage. Je vais donner un exemple plus tard, mais on peut le faire même. Il y a des langues où la distinction
entre nom et verbe n'est pas très clair. Il y a des langages où il n'y a pas d'adjectif, pas de préposition. Il y a des langages où ils ne font pas du tout cette distinction entre masculin et féminin neutre. Alors c'est ça qui est étonnant, que quand on commence à étudier des langages qui sont vraiment différents du français, on trouve une richesse incroyable et des différences incroyables et profondes. Un autre élément, le dernier, c'est que cette association entre sens et forme se fait avec le contexte qui est pris dedans. Je vais montrer ça tout de suite. Pour les lexiques, il y a une relation directe entre la contextualisation et la façon de l'exprimer. Par exemple, si on dit rouge, il y a une catégorisation du monde en termes de rouge, bleu, vert, etc. On coupe l'espace catégoriel d'une certaine façon et il y a des mots qui vont avec. C'est très simple. Avec les grammaires, ça devient plus complexe parce qu'il y a la conceptualisation du monde et après, on va récatégoriser cette conceptualisation d'une façon qui dépend du langage. Après, on va traduire ça dans des boucles syntactiques et après, c'est ça qu'on va exprimer. C'est la structure syntactique qui va avec. Alors, je vais donner un exemple. Et c'est un exemple de grammaire qui est lié avec l'expression des relations entre les événements et les objets, ou les prédicats et les arguments, si on veut, dans un contexte logique. Alors, bon, typiquement, dans les langues, on peut le faire avec l'ordre des mots et des prépositions. Par exemple, en anglais, John gave Mary a book in the library. Jean donnait un livre à Marie dans la bibliothèque. In, dans, veut dire la position où l'action était. Jean, c'est celui qui était l'acteur. Mary, le bénéficiaire, etc. Alors, l'ordre des mots indique le rôle de tous ces objets dans l'action. Bon, la même chose peut être expliquée avec des affixes. Par exemple, en allemand, on dit das Mädchen gibt den schweren Koffer ihres Bruders den Verlobten. Den schweren, den ou ihres Bruders, ihres, ça c'est génitif, ça c'est datif, ça c'est accusatif. Alors, ce sont des façons, comme en latin, pour exprimer les mêmes informations, mais ce n'est pas avec l'ordre des mots, mais c'est avec des morphèmes qui sont attachés ou des affixes qui sont attachés aux mots. Ça, c'est un exemple du japonais. Tanaka-san wa Tokyo de 8 san ni atta. Alors, wa, de, ni, ce sont des particules qui indiquent de nouveau la relation, le rôle des objets dans l'événement. Et par exemple, ni et de sont deux prépositions, on peut dire, mais ce ne sont pas des prépositions, ce sont des particules, particles qui sont utilisées en japonais, mais qui indiquent aussi la relation entre les objets et les prédicats. Et ça, pour donner un exemple des langues un peu encore plus exotiques, ça c'est l'Atsuwegi, qui est un langage de l'Amérique du Nord, des Indiens de l'Amérique du Nord. Alors là, on voit qu'une phrase, c'est presque un mot. Et il y a toujours, ou même pas toujours, un verbe dedans, parce que la notion de verbe et nom, ça ne marche pas très bien avec ces langages. Mais typiquement, il y a des morphèmes comme tu, qui veut dire le résultat de la main de quelqu'un, l'action de la main de quelqu'un, le résultat de ça. Alors, il y a, je pense que, ici, il y a des particules pour indiquer que c'est la première personne
que c'est l'agent de l'action, ça veut dire l'acteur de l'action. Ça, c'est un nom pour Python. Alors, on voit que les rôles des objets exprimés avec le verbe, en fait, ou avec quelque chose qui peut être vu comme verbe. Et même chose dans les langages bantou, que par exemple, ici, woman, she, present, alors elle, présent, write, instrument, aspect, lettre, pen, stylo. Ça veut dire, on dit dans la verbe, attention, il y a l'instrument qui va venir. Et après, l'instrument vient. Alors, c'est juste pour indiquer la richesse des langages. Bon, c'est une richesse dans la forme, évidemment. Chaque langage a inventé une autre façon d'exprimer cette information. Mais c'est plus que ça, je vais montrer, parce qu'aussi la conceptualisation qui est derrière est aussi différente. Ça, c'est un exemple de ce langage des Nicaragua, qui, c'est un peu sombre, mais bon, ça ne va pas marcher. Mais en fait, ce que le type vient, c'est woman, taps, man, tapped. Ça veut dire femme, c'est ça. Taps, ça veut dire toucher, et homme est touché. Alors, c'est une façon de... touché, oui. C'est une façon d'exprimer aussi les relations entre l'événement et les objets. OK. Bon, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a des langages qui ne peuvent pas exprimer ou qui ne font pas. Alors, on peut se demander comment est-ce que c'est possible de se comprendre si on ne peut pas dire Jean aime Marie et Marie aime Jean, qu'on dit que c'est toujours la même chose. Et en fait, bon, il utilise le contexte pour exprimer ça. Un autre point important, c'est que pas tous les langages expriment le même sens explicitement dans leur grammaire. Il y a des langages comme le chinois qui n'expriment pas le temps, par exemple. Ils n'ont pas le tense. Et ici, c'est un langage en Burma où, en fait, pour dire les tigres mordent, oui, mordent les chiens, ou les chiens mordent les tigres, c'est exprimé de la même façon. Ça veut dire qu'il n'y a pas une façon d'indiquer le rôle. Mais bon, ici, par exemple, si on dit les chiens mordent les humains, alors c'est clair que typiquement, ce sont les chiens qui le font et pas les humains qui commencent à faire ça avec leurs chiens. Ça veut dire que c'est l'idée que pour comprendre ça, il faut comprendre le contexte, il faut comprendre ce que les chiens font et ne font pas, etc. Et le langage, quand on ne peut pas exprimer le temps, on peut quand même le suggérer. Et c'est ça qui se passe en fait. On suggère des choses, faire les représentations qui ne sont pas explicites, mais à un certain moment, le langage peut inventer des façons que ça devient explicite. OK. Alors ça, c'est l'exemple que je voudrais donner. On a vu qu'il y a des rôles des objets dans un événement. Par exemple, woman taps. Ça veut dire il y a l'activité de toucher et il y a quelqu'un qui le fait, l'acteur de cette action. Et ça, c'est classifié en termes de notions comme acteur, bénéficiaire, location, etc., le temps, etc. Et ça, c'est exprimé avec un cas, par exemple, nominatif, et ça, c'est exprimé avec un marqueur, par exemple, beau ou par ou je ne sais pas quoi. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Et chaque fois, il y a le contexte qui intervient pour choisir comment on va le faire. Parce qu'on peut avoir un rôle sémantique comme acteur qui est fait avec le nominatif, comme Jean aime Marie, mais on peut aussi dire Marie est aimée par Jean. Ça veut dire que maintenant, c'est encore le même rôle sémantique, mais maintenant, c'est plus nominatif. Ça veut dire qu'on a le choix d'exprimer.
Et bon, avant de donner des exemples de ces choix, euh, il faut poser la question pourquoi est-ce que les langages vont expliciter tout ça. Alors c'est évident pour moi, ça vient de le but de communiquer mieux et le but de représenter mieux. Ça veut dire pour moi la force qui fait évoluer le langage, ce n'est pas une force biologique, mais c'est une force qui vient du besoin de mieux faire ce qu'on voudrait faire. Ça veut dire qu'on essaie de maximiser la puissance représentationnelle du langage, ça veut dire sa puissance expressive, et on veut maximiser la chance d'être compris. Ce n'est pas très utile de dire des choses qu'on est déjà sûr qu'on ne va pas être compris. Alors, on essaie d'être mieux compris, d'être plus clair, mais aussi de minimiser l'effort. Ça veut dire de simplifier les choses, de ne pas dire plus qu'il faut dire, hein, d'être simple. Et on voit ça dans l'évolution de ce langage de Nicaragua, que les enfants, ils ont fait plein de gestes, et après, ils ont commencé à simplifier ces gestes. Et aussi, on trouve ça en français que les mots faculté, par exemple, ça devient fac. Ça veut dire on coupe des choses, des mots, que ça devient plus simple. Et c'est cette tendance de simplifier, de minimiser l'effort de celui qui parle, mais aussi de l'autre qui doit écouter et retrouver les mots. Et à tout temps, ce risque de n'être pas compris. Alors c'est un peu comme il faut surfer sur cette danger entre dire trop et que les gens disent ok, oui, je ne veux plus écouter, et de dire pas suffisamment qu'on n'ait pas compris. Ok, alors ça c'est aussi ici, bon, quand on indique bien que, par exemple, je prends le café, alors c'est moi qui le prends et c'est le café qui est pris. Hein, comme ça, il n'y a pas de doute sur la relation et surtout, on peut décontextualiser la représentation. Ça veut dire, moi, je peux dire au téléphone, je prends le café. Bon, avec je prends, c'est peut-être pas. C'est toujours clair que c'est moi qui prends le café et pas le café qui prend moi. Alors là, ce n'est pas très utile. Mais si on dit je touche mon copain, hein, par exemple, ou mon copain touche moi, alors si je le dis au téléphone, c'est plus clair qui fait quoi, mais quand je peux l'exprimer, je peux le décontextualiser. OK. J'ai dit qu'il y a l'expression de rôle sémantique. Ça sont quelques exemples de ces rôles. Il y a l'agent, il y a l'objet, le résultat, l'instrument, l'origine, le but. Ça sont typiquement des rôles qui sont des rôles abstraits, qui sont utilisés dans les langages, qui sont après exprimés par des cas comme nominatif, accusatif, datif, etc. Ça, on connaît à peu près tous, mais il y a des langages qui utilisent un système de cas complètement différent, basé sur absolutif et ergatif. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des langages qui ont 90 cas, avec des choses bizarres comme élatif, ilatif, purposif, propriétif, etc. Alors, tout est exprimé avec des cas. Et ce sont des systèmes, surtout des langues slaves. Ils ont des complexités dans leur système de cas qui est extraordinaire. Nous, on fait beaucoup avec les prépositions, hein, et eux, ils ont plutôt des cas. Alors, maintenant, un mot sur les contextes, là. Bon, ça, j'ai déjà expliqué que la différence entre Jean donne, elle, un livre, ou un livre est donné par Jean à elle, c'est surtout qu'il y a le focus qui change. Ça veut dire qu'on essaie d'exprimer plus avec les mêmes moyens. Et ce qu'on fait aussi, c'est le choix d'exprimer le cas dépend, par exemple dans le latin, beaucoup de genres, nombres, etc. La forme des mots, il y a tous des, si on veut dire nominatifs, hein,
Ceux qui ont fait du latin, ils ont dû apprendre tout ça. Alors, il y a toutes des différences. Si c'est féminin, masculin, par exemple, ça c'est neutre. Il y a des différences de comment l'exprimer qui indiquent qu'on peut exprimer plus d'informations par le système de cas. Et c'est comme ça que le langage est un système qui évolue pour exprimer tout le temps plus d'informations et être plus expressif. Hein. Mais à un certain moment, ça devient trop compliqué. Par exemple, dans l'anglais, il n'y a plus de cas et ça a disparu à peu près au XVe siècle. C'est au moment on dit que c'est lié avec la peste, en fait, qui a tué beaucoup de gens et qui a beaucoup de changements dans la population. Et ça a donné un résultat dans le langage parce qu'il n'y avait pas la transmission évidente du langage. Mais ça a disparu parce que les gens ont commencé à ne pas exprimer bien la fin. Ils ont commencé à couper la fin du mot. Alors du coup, la différence entre masculin et féminin n'était plus claire et les cas n'étaient plus clairs et les gens ont commencé à perdre la distinction des cas et comme ça, le système des cas a disparu du langage. Ça veut dire qu'on voit émerger des systèmes grammaticaux. Je voudrais... Oui. On va émerger des systèmes grammaticaux et on voit aussi la disparition des systèmes grammaticaux. Et pour la disparition, l'exemple de l'anglais, et en fait, à ce moment, la même évolution est en train de se passer en allemand. Les cas sont en train de disparaître. Et la même évolution a eu lieu en néerlandais, où il y a presque plus de cas dans le langage. Mais ça, c'est la disparition des systèmes grammaticaux, l'érosion, on peut dire. Mais il y a aussi le processus de grammaticalisation qui aide à créer des systèmes, d'inventer en fait. Et comment est-ce que ça se passe? Alors ça, c'est un exemple d'un langage en Afrique, le Kwa, qui est fait par un linguiste Heine de Cologne. Alors, il montre un exemple typique. Il y a un verbe dans le Kwa qui veut dire donner. Et le verbe, c'est ga. OK. Alors, on peut dire, moi, je donne l'argent à Kofi. Ça veut dire, ah non, excuse-moi, le verbe, c'est na, c'est pas ga. Alors, na, avec singulier première personne. Hein. Alors, mais na, ga, ça veut dire argent, kofi, ça veut dire kofi. OK. Mais on peut dire aussi, j'ai acheté une porte pour Gofi. Alors là, on construit ce qu'on appelle une construction de verbes double, double verb construction. On dit, j'ai acheté, I buy, porte, donner Kofi. Ça veut dire qu'il y a deux verbes, il y a acheter, il y a donner, et on les met ensemble comme ça. Ça veut dire, à cette phase-là, il n'y a pas de préposition dans ce langage. Mais ce qui se passe, c'est que le verbe na, donner, devient progressivement une préposition. Et ça, on voit ici, moi, travailler, et là, on voit na pour, en fait, examen. I worked hard for the exam. Ça veut dire, ici, il y a plus... Là, on peut encore dire, OK, j'ai acheté une porte, je l'ai donnée à Kofi. Alors, le sens sémantique de donner est toujours à l'ordre ici. Mais là, on ne peut pas dire donner à un examen. Alors, c'est vraiment maintenant le sens métaphorique qui est retenu. Parce que ce processus... excusez-moi, bon, c'est en anglais. J'avais la traduction, mais apparemment, c'est perdu. Alors, je vais traduire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la mobilisation des constructions
pour des buts qui sont différents. Ça veut dire ici, on a vu que le mot na, give, est recruté pour exprimer le rôle d'un objet dans un événement de travailler pour un examen. Ça veut dire qu'il y a une analogie qui se fait pour utiliser un mot dans un contexte nouveau ou une construction dans un contexte qui est différent. Et après, il y a deux processus. Il y a un processus qu'on appelle semantic bleaching. Bleaching, c'est peut-être quelqu'un connaît la traduction. C'est quand on a un tissu, par exemple, et on veut enlever la couleur. Blanchir, oui. Alors, ça veut dire que le sens, il y a des aspects du sens original qui sont perdus, et il y a un sens plus abstrait qui est retenu. Et il y a aussi le même aspect pour la syntactique, ça veut dire les propriétés syntactiques. Par exemple, quand c'est un verbe, on peut avoir des indicateurs de personne, de temps, etc., qui sont liés avec le verbe, qui vont disparaître. Ici, on ne peut plus indiquer le temps, par exemple. Ça veut dire que les caractéristiques des verbes qui existaient sont plus utilisables dans ce nouveau contexte d'utilisation. Et ce processus de grammaticalisation, on retrouve partout dans les langues. C'est un processus qui se fait tout le temps, en fait, aussi en français ou dans toutes les langues. C'est comme ça que ça évolue. Et par exemple, si on prend la négation en français, alors on dit par exemple « je ne vais pas à la Cité des Sciences ». OK. Ou aux Cités des Sciences. À la Cité des Sciences. OK. Alors, d'où vient ce mot « pas » ? Pas veut dire un pas. Alors, on dit littéralement « je » négatif vient, et après on dit « pas ». Bon, si on dit « je ne viens pas », bon, il y a toujours un peu la notion de faire un pas qui est dedans. Mais on peut dire « je n'aime pas ce type-là ». Alors là, on va nulle part. Hein. Et le mot, ce qui s'est passé, en fait, c'est dans le français, à un certain moment, on a commencé à exprimer ou à mettre plus de stress, oui, sur la négation. C'est ce qui se passe dans beaucoup de langues. Par exemple, en Afrique du Sud, le Afrikaans, on a deux mots pour la négation. Hein, on dit par exemple « je ne veux ne ». Ça veut dire deux fois « ne » pour bien dire que c'est négatif. Parce que le mot « ne » ou « nit », le mot « ne » devient, en fait, il y a une érosion qui se fait, qui est normale parce que les gens essaient de simplifier le langage tout le temps. Alors du coup, des mots deviennent plus faibles et on a une tendance de mettre plus en évidence. Et c'est ça qui s'est passé avec « pas ». À un certain moment, il y avait plein de mots comme goutte ou pas, etc., qui sont utilisés pour renforcer la négation. Et après une certaine phase de concurrence entre ces façons de mettre la négation plus en évidence, il y a le mot « pas » qui a commencé à, de nouveau, c'est comme le mot « na » ici, d'avoir une fonction qui est différente d'une fonction de « pas ». Ça veut dire que ça devient une particule de négation. Et maintenant, on peut dire « je ne veux pas ». Ça veut dire que le « ne » a complètement disparu et le « pas » est devenu la particule de négation. Et ça, c'est typique, je peux donner pendant des heures des exemples comme ça. Par exemple, quand on dit je viens de le voir, on peut dire ça. Hein? Alors, bon, tu vas nulle part. C'est le mot vient qui, dans beaucoup de langues, est devenu une façon de dire un aspect, comme on dit, du temps, de l'événement. Ça veut dire c'est juste, c'était juste dans le passé, je l'ai vu. Mais tu vas nulle part. C'est l'utilisation de ce mot, en fait, comme auxiliaire. Et ça prend une nouvelle fonction et ça prend un nouvel contexte de l'utilisation.
Alors, tout ça pour dire que euh, quand on, euh, quand on regarde la grammaire, qu'on voit en fait des mécanismes de construction, d'invention, l'utilisation d'analogies, utiliser une construction pour un autre but, simplification, ça veut dire que les champs des choses, il y a une érosion de sens, une érosion de forme aussi. Et je pense, c'est avec ce processus de grammaticalisation qu'on peut comprendre en fait comment une grammaire peut émerger dans un langage. Ça veut dire comment on peut aller d'un système qui est lexique vers un système qui est grammatical. Évidemment, il y a beaucoup de processus et ça se fait dans le temps. Hein? C'est un peu comme dans la géologie, quand on voit une montagne, il y a tous des processus d'érosion, de déposition de sable, etc., qui ont fait et qui ont créé ça. Même chose quand on voit une forêt, c'est le résultat des milliers et des milliers d'années de vie qu'on voit. Alors dans le langage, c'est la même chose. Il y a toute une évolution de développement, mais c'est un développement culturel. Et c'est ça que maintenant, dans le temps qui reste, je vais montrer un exemple des expériences qu'on fait pour essayer de comprendre mieux ce genre de choses. Et déjà, je pense Frédéric a parlé des expériences des talking heads. Ça veut dire où on a mis deux caméras qui regardent un espace avec des figures géométriques. Par exemple, des carrés rouges, des cercles jaunes, etc. Et ces robots ont commencé à jouer un jeu de langage, ça veut dire d'identifier un objet dans leur monde et de parler de cet objet. Bon, je ne vais plus rentrer dans les détails, mais maintenant on a fait une expérience pour essayer de voir comment un système grammatical peut émerger dans le même type d'expérience. Et on a fait les choses un peu différentes. D'un côté, j'espère que... je vais montrer plus tard, mais on a, en fait, d'un côté, on a utilisé des images dynamiques. Dans l'expérience des Talking Heads, c'était des images statiques. Ça veut dire que le monde ne bouge pas et c'est juste une question de dire, par exemple, le carré vert. Ça, c'est une description. Alors maintenant, on veut introduire une situation où c'est dynamique. Je vais montrer tout de suite les images qui vont avec. Ça veut dire, j'ai fait en fait avec des petits poupées, j'ai fait des petites scènes dynamiques, par exemple pousser un cube ou que l'un rencontre l'autre et des petites choses comme ça. C'était très amusant à faire, surtout pour les enfants qui étaient autour. Et j'utilise des situations dynamiques comme ça, disons comme environnement, comme contexte pour avoir des jeux de langage. Alors le but des jeux, c'est qu'il y a deux agents qui vont regarder avec leur caméra cet aspect du monde et essayer d'expliquer l'un à l'autre comment, cette situation. Ça veut dire, par exemple, si il y avait deux poupées que j'ai appelées Jack et Jill, alors là, par exemple, Jill pousse la boîte. Hein? Ça veut dire que c'est Jill qui le fait et c'est la boîte qui est poussée par Jill. Et le but de l'expérience, c'est de commencer avec des mots, bon, c'était des mots en anglais, mais ça, ce n'est pas important, de donner à ces agents déjà un lexique pour que c'est clair pour nous ce qui se passe. Hein? Mais le but, c'est qu'ils commencent à, ça c'est une autre situation, ils commencent une expérience où ils vont progressivement construire une grammaire pour parler des relations entre les objets. Ça veut dire que là, il y a une petite scène où il y a Jill et Jack, et c'est Jill qui donne un objet bleu
à Jack, hein. Alors là, c'est exprimé sans aspect grammatical, mais pendant cette expérience, c'est pour ça qu'elle est... Est-ce qu'on peut avoir... c'est pour ça qu'on ne peut pas montrer des vidéos. Il y a un bouton quelque part. On est sauvé. On est sauvé. Merci. Bah. Bon. OK. Alors, ça, c'est le but du jeu, hein. C'est clair? Ça veut dire commencer avec un lexique et arriver à la fin que ces agents ont créé un grammaire. Un tout petit bout de grammaire, c'est vrai, mais quand même un grammaire. Alors, pour faire tout ça, il fallait construire d'abord tout le système de vision qui va avec. Ça veut dire qu'il faut qu'il y a les images qui viennent dans le temps et il faut que c'est bon, il y a une perception, ça veut dire analyse d'image pour retrouver les objets dans l'image et ça donne un peu ça. Et après, suivre aussi ce qui se passe dans l'image. Ça veut dire s'il y a la main qui apparaît dans l'image, il faut le suivre. Il faut voir qu'il se touche un autre objet, qu'après, les deux objets vont changer de position ensemble, des choses comme ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a utilisé toutes les techniques de l'analyse visuelle de l'intelligence artificielle pour arriver à ça. Et après, on a aussi une partie de cette analyse, c'est en fait de retrouver dans cette flux de situations qui arrivent, parce qu'il y a des milliers de descriptions qui arrivent dans le système comme ça chaque minute, de retrouver en fait une action. Parce que si je fais ça, je vais peut-être le faire avec de l'eau, avec ça. Alors on voit la main qui bouge, et ça touche, et maintenant, les deux vont faire un mouvement ensemble. Et là, il y a beaucoup de choses, parce qu'au début, ça touche la table, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça bouge, ça touche. Maintenant, les deux touchent, ça ne touche plus la table, etc. Et il y a tout un arbre pour reconnaître l'action de prendre. Il y a il y a une structure. Et c'est ça un peu que j'ai indiqué avec cette structure-là. Ça veut dire que les robots doivent reconnaître, doivent suivre, doivent essayer de détecter les actions qui se passent dans leur environnement, qui est très difficile parce que si je fais ça, en fait, en vision, ça touche un peu et maintenant ça ne touche plus, et maintenant ça touche et maintenant ça ne touche plus. Alors il y a plein de fausses descriptions qui arrivent comme ça dans le système qu'il faut tout analyser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le robot va aussi utiliser ses connaissances et ses expectations pour faire l'analyse. Ce n'est pas uniquement un processus que l'image est analysée d'une façon que l'information va dans un sens, mais c'est aussi dans l'autre sens de projeter sur le monde ce qu'on est en train d'essayer de voir. Bon, de nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour dire que tout ça est là. Et en fait, à la fin, il y a ce qu'on appelle une structure interne, un modèle qui est fait, qui est un flux de descriptions comme ça. Il y a une balle, il y a une couleur jaune, il y a une action d'arrêter un mouvement, il y a un mouvement qui se fait, il y a tous des indications à quel moment ça se fait. Et bon, là aussi, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais quand même, il y a peut-être des gens qui sont intéressés. C'est que les agents vont utiliser des règles qu'ils ont créées eux-mêmes. Là, il ne faut pas essayer de comprendre
cet formalisme, c'est juste pour dire qu'il y a un formalisme de règles avec des variables et tout, et que les agents, en fait, font la relation entre les conceptualisations qu'ils font de leur monde et les formes grammaticales qu'ils vont utiliser. Et ils ont tout un système de règles, en fait, des centaines et des milliers de règles qui vont être créées par chaque agent et appliquées pour parler et aussi pour comprendre. Ça veut dire que toutes les règles sont utilisables pour la construction et pour la interprétation des phrases. OK. Bon, je pense que... Ah oui. Dernière chose, et après je vais lancer une démonstration qui, j'espère que tout va marcher ici. Dernière chose, c'est comment est-ce que les agents vont créer en fait ce grammaire? Quel est le mécanisme? Alors, il y a deux éléments qui sont importants. La première chose, c'est qu'ils ont une façon d'écouter eux-mêmes. Ça veut dire, quand ils vont dire, par exemple, prends main, bouteille, ils vont d'abord écouter eux-mêmes et avec appliquer, ça veut dire appliquer leurs règles dans le sens inverse, hein, et dire est-ce que c'est ambigu ce que je vais dire, oui ou non. En fait, ils simulent, hein, ils vont simuler dans leur tête comment l'autre va interpréter ce qu'ils vont dire. Et comme ça, ils peuvent dire, ah, il y a un risque de malinterprétation, alors je vais ajouter un petit bout de langage. Et le petit bout, ce sont des markers comme ta et po qu'il invente pour exprimer certaines relations entre les objets et l'événement. Et moi, je ne sais pas ce qu'ils vont inventer. On va lancer un démo et on va voir ce qui se passe. Hein? Alors, elle invente une façon de marquer la relation entre l'événement et l'objet. Ça veut dire, moi je dis par exemple, prends bouteille, bas, main. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bas? Ça veut dire que c'est la main qui prend. Hein? Et celui qui essaie d'interpréter, l'autre, va dire prends main, bouteille. Alors, il voit ce qui se passe. Et il voit que c'est la main qui prend la bouteille et pas la bouteille qui prend la main. Hein? Et du coup, il peut, même sans comprendre bas, il peut se faire une idée de ce que l'autre veut dire. Ça veut dire, de nouveau, hein, il faut penser à l'autre. Ou il faut essayer de penser comme l'autre. Et c'est ça la clé de ce mécanisme. Ça veut dire essayer de simuler comment l'autre va comprendre ce qu'on veut dire et d'un autre côté, essayer de deviner ce que l'autre veut dire. Et comme ça, tu peux reconstruire en fait et tu peux dire, ah, qu'est-ce que bas peut dire? Bon, ici, il y a une bouteille, il y a main, c'est la main qui prend. Alors probablement, bas veut dire indiquer la relation entre la main et l'action de prendre. Et c'est comme ça que les deux agents, et on a programmé tout ça dans les agents, hein, chaque fois qu'ils parlent, ils pensent d'abord, est-ce que c'est bien ce que je vais dire? Sinon, ils vont ajouter un petit bout de grammaire. L'autre va essayer de deviner et de retrouver le sens. Ça, c'est le mécanisme numéro 1. Mécanisme numéro 2, c'est l'analogie. Parce que ce qu'on trouve dans les langages, ce n'est pas tout le temps inventé bas, beau, bi, du, etc. Non, on essaie de limiter le nombre de mots, le nombre des phrases, les constructions. Ça veut dire on essaie d'optimiser le système. Et là, le mécanisme d'analogie est très important parce que si je fais la main, je fais prendre main, bas, bouteille, alors maintenant je fais ça. Évidemment, maintenant c'est la main qui met une bouteille sur la table, hein, et on peut inventer un autre mot. On peut dire mettre, main, dos, bouteille, table.
Mais pourquoi pas utiliser le même marker? Parce que la situation de prendre et la situation de le mettre sur la table, ils sont similaires. Il y a une analogie entre les deux. Et ça, c'est la deuxième chose que les agents font dans l'expérience, c'est d'essayer de voir des similarités entre leurs actions. Ça veut dire de penser, avant d'inventer une nouvelle façon de marquer cette relation, ils vont dire, est-ce que j'ai déjà quelque chose qui peut être utile ici? Un marqueur que je peux réutiliser. Et là, s'ils le retrouvent, ils vont réutiliser. Et évidemment, l'écouteur va dire, ah, il utilise maintenant ça, mais dans un contexte un peu différent, mais je vois une analogie entre les deux, alors ça doit être ça. Et ce mécanisme d'analogie est extrêmement important dans la création du langage, parce que si, bon, de temps en temps, on invente un autre mot, mais souvent, on réutilise un mot qui existe déjà pour des fonctions ou d'un sens nouveau. Ça veut dire, par exemple, le souris. Bon, il n'y a pas de souris avec cet ordinateur, mais les ordinateurs, ils ont un souris. Alors, le mot souris vient de souris parce qu'il y a une analogie entre la forme et le souris. Et du coup, c'est comme ça que les mots entrent dans le langage. C'est rare qu'il y ait un mot qui est inventé complètement nouveau, typiquement, et c'est réutilisation de ce qui existe déjà. OK, alors je vais maintenant prendre un grand risque et essayer de donner une démonstration live. Ce qui se fait maintenant, c'est charger le système. Hein. Il n'y a rien. OK. Alors. Alors, on va voir les deux agents. Le son marche? J'espère. Bon, ça c'est la visualisation des deux agents. Hein. Alors ça c'est un exemple d'une situation. Vous voyez? Alors, walk boy, hein, towards the girl. Walk girl. I see. Et là, on voit chaque fois Touch qu'il y girl boy. Là, c'est pas clair. Hein, touche Touch girl Jack. fille, enfant. Et c'est pas clair. Est-ce que c'est la fille qui touche l'enfant, ou le garçon, ou le garçon, l'enfant? Alors, ils vont... Touch for Jack. Maintenant, Ouh. faux est Touch low Jill faux boy. un petit bout de grammaire it. qui a été créé. Ça va assez rapide. No move, no girl. Got it. Na est un marker. Alors ça, c'est un autre exemple. Il y a quelqu'un qui tombe. Ça, c'est Fall boy gone. ça, c'est le clip original. Hein. Et avant, on voit ce que le système de vision Fall ground boy. peut voir. Fall ground boy, est-ce que c'est le garçon qui tombe sur la terre ou la terre Fall qui ground. Yeah. Alors, roll, Disappear and eat Jack. roll, Yeah. c'est le marqueur. Approach boy gone. Pas de Approach grammaire, mo boy. c'est pas clair. Hein? Got it. Touch low boy faux ground. I see. No move no ground. Yeah. Fall see Jill row ground. Là, le marqueur Move no de Jill. roll Got it. était inventé avec No le move, garçon no Jill. et Ah, I maintenant see. réutilisé par analogie No pour move, no la girl. fille. Yeah. Bon, c'est un peu compliqué No de approach, no suivre Jill comme ça, will mais gone. Yeah. Touch what Jill for gone. Got it.
Bon, je vais arrêter l'expérience peut-être pour conclure et comme ça on peut poser quelques Move questions. inside Jill house. Euh, Move inside Wood Jill. I see. je reviens comme ça. Bon. Alors, pour conclure, bon, ça c'est typiquement un exemple de grammaire qu'il construit. Alors, je vais prendre cet exemple. Non. Qu'il construise. Alors, il y a des markers pour des relations entre les objets et l'événement, par exemple beau et quai. Il y a des rôles qui vont apparaître comme agents, bénéficiaires, des choses comme ça. Mais les rôles, ils vont apparaître basés sur les analogies et les similarités entre les situations. Et il y a des markers comme quai et beau qui peuvent être associés avec certains mots. Alors ça, c'est un petit bout de leur grammaire. Et ce qu'on voit dans cette expérience, on montre tout le temps des autres exemples de situations, que progressivement, les agents dans cette population vont créer une grammaire des cas, comme des particules en japonais. OK, alors je pense que c'est le temps de terminer et peut-être de discuter un peu. Bon, la première thèse que j'ai introduite, c'est que l'idée que la grammaire émerge pour optimiser les fonctions de langage, ça veut dire représenter et communiquer. Je pense aussi que les agents utilisent des capacités cognitives génériques, comme par exemple faire des analogies. Et aussi que la grammaire, mais aussi le lexique, sont des systèmes adaptatifs complexes. Ça veut dire que c'est un système qui bouge tout le temps, où il y a des inventions qui se propagent, il y a des érosions de systèmes, il y a des nouveaux systèmes qui sont créés. Et ce que nous, on est en train de faire, bon, on vient de faire une expérience pour les cas, hein, l'expression de relations entre objets et événements, mais on est aussi en train de travailler sur le temps, par exemple. Ça veut dire comment ces agents qui sont en train de regarder des situations dynamiques, comment est-ce qu'ils peuvent inventer une grammaire pour parler du temps, ça veut dire de tense, d'aspect, de présent, futur, passé, des choses comme ça, avec le même mécanisme d'essayer de communiquer à l'autre la relation entre deux événements, et si on ne peut pas, d'introduire un petit bout de langage, de grammaire ou des mots nouveaux que l'autre essaie de comprendre parce qu'il voit aussi la situation et il peut deviner que l'autre peut dire. Et bon, c'est pour ça, je pense qu'on essaie de faire un réel progrès en modélisant tous les processus de grammaticalisation, de construction du langage, de propagation du langage dans une population. Bon, c'est un travail vaste et je ne pense pas qu'on peut modéliser et simuler tout, mais c'est, je pense, la seule façon de construire vraiment des théories et de tester des théories sur l'origine du langage en faisant des expériences qu'on peut inspecter, comme les expériences physiques, on peut voir tout, on peut contrôler, on peut refaire l'expérience et comme ça vraiment avoir une théorie scientifique dans ce domaine. Merci beaucoup.